franceinter.fr. Difficile d'évoquer le travail sans penser pénibilité, sans penser à des expressions comme se tuer à la tâche. D'ailleurs, l'étymologie du mot travail renvoie à un instrument de torture. Et les Français font partie de ceux qui se sentent le moins bien au boulot. Manque de considération, de la hiérarchie, absence de perspective d'avenir. Pas facile dans ces conditions de s'y épanouir. François Derieux. Oui, moi la définition que je donnerais sur comment être heureux au travail, c'est est-ce que je peux me reconnaître dans ce que je fais ? Est-ce que j'y mets tout mon cœur, etc. Et est-ce qu'à la fin, je suis content de ce que j'ai fait et je peux dire, bah voilà, ça, c'est moi qui l'ai fait. Et quand on répond positivement à cette question, ça va déjà beaucoup mieux. Malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas fiers de ce qu'ils font. C'est-à-dire que, et ça c'est quelque chose qui ressort de toutes les enquêtes, les grandes enquêtes nationales qui sont faites par le service des statistiques du ministère du Travail, c'est quand les gens éprouvent de la honte ou de la gêne par rapport à ce qu'ils font, ou ne se reconnaissent pas dans ce qu'ils font, souvent, en général, tous les autres scores, ça va pas très bien. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qui fait que on arrive à se reconnaître dans ce qu'on fait ? Les grandes enquêtes montrent aussi que depuis 20 ou 30 ans, il y a ce qu'on appelle l'intensification du travail. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de faire beaucoup plus de choses dans un minimum de temps. Et ça, évidemment, ça contribue malheureusement à la dégradation du sentiment de bien faire les choses, avec notamment ce qu'on appelle l'injonction paradoxale, qui est un des facteurs de risque majeurs de la dépression, qui est faut faire très vite, très bien, avec moins de moyens. Et évidemment, ça produit souvent des catastrophes. Ce qui fait aussi que cette question, elle devient très légitime, c'est qu'il y a quand même énormément d'enjeux. C'est d'abord un enjeu de santé publique, parce que la montée en charge des troubles musculo-squelettiques, qui est la résultante directe, donc c'est les douleurs au poignet, à l'épaule, etc., qui sont extrêmement évidentes, qui ne sont pas des maladies mortelles, mais qui empêchent de travailler et qui peuvent faire souffrir beaucoup. Et puis les risques psychosociaux avec les suicides au travail et puis les dépressions, etc., toutes ces questions-là qui deviennent extrêmement prégnantes. La première cause de consultation aujourd'hui dans les centres de consultation de pathologie professionnelle, ce sont les risques psychosociaux. Donc ça, il y a eu une explosion des consultations. Alors, c'est pas des maladies professionnelles reconnues comme le sont les troubles musculo-squelettiques, mais ça handicape beaucoup. Et quand dans une entreprise, vous avez plusieurs personnes qui sont en dépression, en arrêt maladie, évidemment, ça pose des problèmes d'organisation à l'entreprise. La deuxième chose, c'est qu'on commence, et y compris dans les écoles de management, on commence quand même à lier la performance des entreprises avec justement la souffrance au travail. C'est-à-dire que quand on est dans une entreprise où il y a beaucoup de gens qui ne vont pas bien, qui sont mal, qui ont des problèmes de dépression, alors je parle même pas des questions de suicide, évidemment, l'entreprise, ses résultats à la fois économiques, la valeur ajoutée, ses résultats commerciaux, en général, s'en ressentent. Et donc, aujourd'hui, la question, c'est, pour sortir de la crise, est-ce qu'il ne faut pas changer le travail ? Alors, il y a un certain nombre de pistes. Il y a des questions d'abord d'autonomie des salariés, c'est-à-dire que probablement que sous l'effet de la financiarisation de l'économie, on a eu des machines de gestion qui se sont mises en place et qui ont éloigné ce qu'on appelle le travail réel, c'est-à-dire ce que font vraiment les gens, des cercles de décision. Donc les gens qui décident, y compris la hiérarchie directe, souvent, ne savent pas ce que font les gens. Parce que la hiérarchie intermédiaire est accaparée par l'alimentation de la machine de gestion pour satisfaire les actionnaires, pour donner des chiffres, etc. Donc la première chose, je pense, c'est la reconquête du travail réel. Et on voit justement dans des entreprises, vous parliez en introduisant l'émission de l'entreprise libérée. C'est quoi l'entreprise libérée ? C'est une entreprise dans laquelle on a, d'une part, fait fondre la hiérarchie pour donner beaucoup plus d'autonomie à ceux qui font le travail réel, et d'autre part, on a essayé de faire en sorte que les managers directs soient plus au contact du travail réel pour aider leurs collaborateurs à réfléchir, à travailler, à résoudre les problèmes du quotidien. Voilà. Et puis, probablement qu'il y a une question aussi de démocratie, et je pense que la gouvernance des entreprises doit être revue et doit faire probablement plus de place, un peu moins de place aux actionnaires et un peu plus de place à ceux qui font le travail réel. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de toutes ces études qui disent que justement le fait de se sentir bien au travail améliore la compétitivité de l'entreprise, Dominique Glocheux ? Il y a plusieurs études qui ont montré qu'une entreprise dans laquelle les salariés sont heureux est beaucoup plus profitable. Grosso modo,
Pour ce qui concerne la loyauté, ils sont 3 fois plus loyaux. Ils seraient, je crois, c'est 27% plus rentable. Je pense qu'avant de parler du bonheur au travail, il serait essentiel de réduire les risques psychosociaux. Et pour cela, nous avons à notre disposition un ensemble d'indicateurs quantifiables et comparables, tels que par exemple l'absentéisme, ou pire, le présentéisme, c'est-à-dire des gens qui restent au boulot mais à des heures indues. On parlait tout à l'heure de l'autonomie individuelle. Il faudrait parler également de la charge de travail. Il faudrait parler des moyens mis à la disposition des salariés pour favoriser la santé au travail. Il en va par exemple de la cantine, il en va du médecin du travail, etc. Donc il y a un ensemble d'indicateurs qui permettent très facilement de voir rapidement s'il y a des problèmes qui vont surgir et qui vous permettent de prévenir ces problèmes-là. Tous ces indicateurs-là, ça demande énormément de travail en amont, que ce soit pour les leaders, leurs équipes, pour les psychologues du travail qui doivent faire des entretiens collectifs avec, par exemple, bien sûr les dirigeants, mais également les représentants du personnel, puisque le plan A, qui consiste à chercher des profits à court terme sans penser à l'homme, ça ne fonctionne pas. Le plan B, c'est au contraire, on met l'homme au centre de l'entreprise. Et on essaie de faire en sorte que les profits profitent non seulement à la boîte, aux salariés. En clair, on veut éviter le burn-out des salariés, et donc le burn-out également de la planète. Il faut tout prendre en compte. Corinne Godard, ergonome. La question du sens du travail reste absolument fondamentale, et on pourrait imaginer que les collectifs de travail sont aussi dotés d'autres caractéristiques que celle de pouvoir accéder à la table de ping-pong, qui fait que ça tient et que ces salariés puissent être heureux. Ce qui nous semble fondamental, et là je vais défendre le métier des ergonomes, et dans la poursuite de ce que disait François Deriot, c'est de pouvoir avoir des espaces dans l'entreprise où on puisse discuter du travail qui se fait concrètement, et j'irais même un peu plus loin, le travail tel qu'il est fait concrètement, mais aussi celui qu'on ne fait pas et qu'on souhaiterait peut-être faire ou faire autrement. Et il me semble que ce sont ces temps de discussion entre collègues, avec la hiérarchie, qui sont tout à fait moteurs pour transformer les organisations du travail, mais les transformer à partir d'une connaissance assez fine du travail au quotidien, mise en œuvre individuellement et collectivement par les personnes. Il y a deux questions. La première, c'est est-ce que la réflexion sur le travail réel, ça doit être c'est une fonction permanente des entreprises, ça devrait être une fonction permanente des entreprises et pilotée depuis le plus haut niveau, comme le marketing, comme la finance, comme la politique commerciale, ça fait partie de la stratégie des entreprises. Et ça, je pense que les entreprises françaises ont du mal à comprendre ça. Le travail, c'est un problème, on a un problème de troubles musculo-squelettiques ou de risques psychosociaux dans un atelier ou dans un service, il faut le résoudre, et puis une fois que c'est résolu, on passe à autre chose. Non, c'est une fonction permanente. Et on n'aborde pas la question par rapport à la santé, par rapport à il faut empêcher que les gens se suicident. Il faut aborder la question par rapport au travail et au travail réel. Ça, c'est vraiment fondamental. Ensuite, je crois que la deuxième question, je crois qu'il faut distinguer ce qui relève de la convivialité, possibilité de manger avec des collègues via une appli, la possibilité de fêter les anniversaires, etc. Tout ça, c'est la convivialité, c'est sympa. La vraie question derrière, par rapport au travail, c'est est-ce que dans mon travail, je peux coopérer? Si j'ai un problème, je sais vers qui je vais me tourner. Est-ce qu'on facilite la coopération ou est-ce qu'on est, malgré la convivialité, dans un individualisme forcené? À partir du moment où on sait pour qui on travaille et que c'est en accord avec ses valeurs, il y a déjà une bonne partie du chemin de fait. On revient toujours à la même question, c'est celle des marges de manœuvre. Un ouvrier qui est à la découpe des ailes de dinde dans un abattoir de volaille, qui doit donc le temps de cycle, c'est-à-dire le temps où il répète la tâche, ça doit être de l'ordre de la seconde, 2 ou 3 secondes pour découper une aile de dinde. Vous imaginez bien que ça va être compliqué. En revanche, si dans ce même abattoir, on joue sur la qualité et pas sur la quantité. Il y a eu des expériences qui ont été faites sur la qualité du produit. Alors ça suppose évidemment de faire monter en gamme le produit, où on va donc pouvoir permettre aux salariés de développer un tour de main, d'avoir un savoir-faire, de valoriser son expérience professionnelle. Déjà, on change de dimension. Si on est sur uniquement aller vite pour couper le maximum d'ailes de dinde et de descendre en dessous des 2 secondes, je crois que malheureusement, d'abord, l'entreprise va être
sujettes aux troubles musculo-squelettiques à répétition. Les salariés vont être souvent malades. Ils vont pas pouvoir durer longtemps. Reculer l'âge de la retraite, il faut aussi que les salariés puissent tenir jusqu'à 60, 65 ans, etc. Si vous découpez des ailes de dinde en 3/8, en plus à moyenne de toutes les 2 secondes et demie, vous tiendrez pas jusqu'à 65 ans, faut pas rêver. Il y a une tradition française du bien faire son travail, mais qui peut être aujourd'hui largement contrariée par un certain nombre de procédures. Il y a 20 ou 30 ans, certains faisaient des pronostics sur le fait que la hiérarchie allait disparaître et allait être de moins en moins nombreuse. Il se trouve que c'est pas tout à fait le cas. Elle est restée, voire même, j'ai pas les chiffres en tête, mais elle persiste, voire elle s'accroît et elle touche d'autres catégories de salariés que ceux habituellement embauchés dans ces fonctions. Donc la hiérarchie ne disparaît pas. Par contre, peut-être qu'elle ne fait pas tout à fait la même chose que ce qu'elle faisait quelques décennies auparavant. Alors quand on parle de la hiérarchie, en plus, c'est pas tout. Il y a des différents niveaux hiérarchiques qui ont des tâches différentes à réaliser. Mais en tout cas, ce qu'on voit comme tendance relativement marquée concernant notamment ce qu'on appelle l'encadrement de proximité, c'est que ce sont de moins en moins des personnes issues du milieu de travail et qui ont pratiqué le travail en tant que simple salarié auparavant, ce qui se faisait beaucoup. On progressait, c'était un moyen de progresser dans la carrière, et de plus en plus des profils avec d'autres niveaux d'études, des hiérarchies qui viennent d'autres entreprises, etc. Donc ce type de profil ajouté à des tâches de type faire du reporting, remplir des indicateurs de performance, etc., qui viennent s'ajouter à leur travail quotidien, font que cet encadrement peut se trouver de plus en plus déconnecté avec les réalités de travail ou les conditions de travail des salariés qu'ils encadrent. Concernant l'encadrement de proximité, faire que cette question du travail réel puisse circuler entre ces différents niveaux hiérarchiques me semble tout à fait fondamental. Est-ce que c'est peut-être une certaine forme de libération du travail réel, je dirais. La question qui se pose aujourd'hui dans les organisations, surtout les organisations un peu compliquées des grandes entreprises, c'est que il y a une hiérarchie qui n'est pas sur le travail réel des gens. C'est-à-dire que vous avez un chef, mais votre chef, il est là juste pour vous juger, mais il sait même pas ce que vous faites. Parce que votre chef, il est soit en réunion de coordination pour savoir tous les ordres qu'il va falloir qu'il répercute, soit il fait du reporting pour alimenter la machine de gestion. Mais vous devez vous débrouiller, quand vous êtes en dessous, avec la résolution des problèmes du travail au quotidien, parce que le travail réel est toujours très différent du travail qui a été prévu par l'organisation. La machine, elle se présente pas de la même façon, le produit non plus, il est pas. Enfin, bon, il y a toujours 1001 choses qui se passent qui font que c'est jamais comme on l'avait prévu. Et la hiérarchie est pas là. Donc c'est pas une question de quantité forcément de chefs, c'est une question de qualité. Est-ce que le chef, il est là, animateur, leader, est-ce qu'il est là pour m'aider à résoudre avec d'autres les problèmes du quotidien, ou est-ce qu'il est là uniquement pour alimenter la machine de gestion? Ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est que il y a la question de l'autonomie. Effectivement, l'autonomie et la participation aux décisions. Ça, c'est une deuxième axe probablement de progrès dans le bonheur au travail. Et puis, il y a une troisième chose, c'est est-ce qu'on peut ne pas être d'accord? Voilà. Est-ce qu'on peut dire, non, je ferai pas les choses comme ça? Et est-ce que on peut, ce que Yves Clos, un sociologue du travail, un psychologue du travail, est-ce qu'on peut avoir une dispute professionnelle?